Bonjour à tous. Donc, Sébastien Montusclin, direction de l'expertise. Je m'occupe des sujets cyber et du numérique au sens assez large du terme. Donc là, on a une session sur la cybersécurité. Donc j'ai deux panélistes que je les inviterai à se présenter avant de leur poser une première question. Donc la cyber, évidemment, un sujet très important pour les PME, les ETI notamment. Et donc on va parser ça pendant 20 minutes. Lionel, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, donc moi je suis Lionel Chen, je suis le directeur des systèmes d'information de BPI France, donc j'opère tout le système d'information de toute cette belle entreprise. Et je suis aussi administrateur du SIGREF, donc je dialogue avec plein d'autres DSI. Donc du coup, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que la cyber, c'est un sujet important pour des PME, nos pays, en tant que end-user? En fait, le risque cyber, c'est un peu comme le risque incendie, mais je dirais que c'est en pire, parce qu'en fait, il n'arrête pas d'augmenter, globalement. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, c'est l'ANSSI. Voilà, le risque il est de plus en plus prégnant. Donc on a de plus en plus d'attaques. Donc là, paradoxalement, nos systèmes d'information sont de plus en plus compliqués. Ils ont de plus en plus ce qu'on appelle des vulnérabilités, c'est-à-dire que paradoxalement, quand on construit du code ou logiciel, on laisse des failles et donc il y en a de plus en plus. Et donc je vous donne juste un exemple, quelques chiffres entre 2020 et 2022. Donc on parle de plus 400% du nombre d'attaques. Sur les attaques par ransomware, donc entre 2022 et 2023, on a 112% d'augmentation de nombre de ransomware déployés. Donc voilà, donc un risque qui est latent. La France, on est le pays numéro 3 en Europe le plus attaqué. Sachez que quelque chose qui se sait peu, le secteur le plus attaqué, c'est le secteur industriel, ce qu'on appelle le manufacturing. Notamment, les attaquants aiment bien aller là où c'est le plus simple et où ça rapporte le plus. Et bloquer une usine, parce qu'il y a aussi de l'IoT maintenant qui arrive, qui est une zone d'exposition d'attaque, c'est plus facile. Et quand vous bloquez une chaîne de production, on va dire que on est plus enclin à payer la rançon. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des chiffres. Alors là, c'est IXOC, c'est un assureur qui dit que 63% des entreprises payent potentiellement. Donc ces éléments-là, c'est jamais très clair. Pour autant, ça ne vous protège en rien, et de dire que je vais devoir payer, ça va traiter le sujet, c'est pas du tout le cas. Donc puisque plein d'entreprises qui payent déjà payent souvent deux fois, et à la fin, des fois, n'ont rien. Donc voilà, c'est un sujet prégnant pour les entreprises. Donc ici, on aura une définition assez large de la cybersécurité, parce que finalement, il y a l'accès CCI pur, évidemment, et puis il y a tout un tas de sujets connexes. Donc tu en as abordé quelques-uns. Il y a aussi tous les sujets des SHS, puisque l'humain est évidemment au centre. Il y a aussi toutes les arnaques au président. Et là, je me retourne vers Guillaume. Est-ce que tu peux te présenter et puis nous partager un peu ton contexte de la menace et sur les PME, les PMI, comment ça se passe? Oui, bien sûr. Donc moi, je suis Guillaume Poupard, je suis DGA de DocaPost, qui est la filiale numérique de la Poste. Et auparavant, j'étais dans le secteur public, donc j'ai dirigé l'ANSSI pendant 9 ans. Et on a vu cette menace croître. Initialement, on travaillait beaucoup sur des problèmes d'espionnage. Les États ont été les premiers finalement à investir beaucoup sur le cyber-offensif. Et au fil du temps, on a vu les groupes criminels devenir de plus en plus actifs avec ce mode opératoire qui peut être extrêmement varié, mais ce que Lionel vient de dire, c'est autour du rançongiciel, le but étant quelque part de trouver tous les moyens par de l'attaque informatique pour mettre la pression sur les victimes. Et donc ça peut prendre plein de formes, mais si on se concentre sur les PME et les ETI, en pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'attaquant, il rentre dans les réseaux informatiques, il vole les données en général, il bloque tout, et ensuite il dit, ben voilà, si vous voulez redémarrer vos systèmes, si vous voulez pouvoir de nouveau vous en servir, de nouveau avoir accès à vos données, eh bien il faut me payer une rançon. La rançon est bien dimensionnée en général pour être suffisamment élevée, et en même temps, en ligne, on va dire, je ne sais pas comment dire ça, mais en ligne avec le préjudice subi qui est très vite très élevé, parce que aujourd'hui, beaucoup, que ce soit des grandes entreprises ou des petites, quand on n'a plus ces outils numériques, ça devient très difficile de travailler, voire ça met complètement à l'arrêt tout le fonctionnement. Et puis ça peut être la double peine. Les données peuvent être revendues sur Internet, on peut les retrouver par ailleurs. Ça peut poser énormément de problèmes de confiance avec ses clients, avec ses partenaires. Ça peut aider ses concurrents, ses adversaires. Bref, c'est un cauchemar malheureusement qu'on a souvent observé. Et on voit des entreprises faire faillite suite à ce genre d'attaque. Alors faire faillite, parfois c'est la goutte d'eau qui, dans une boîte en mauvaise santé, finit par l'achever. Mais on a vu également des sociétés qui étaient plutôt en bonne forme, enfin où il n'y avait pas d'alerte particulière,
qui ont mis des semaines, voire des mois à essayer de s'en dépêtrer, qui n'ont pas réussi et qui à la fin ont jeté l'éponge parce que simplement, voilà, ils avaient pu redémarrer, ils avaient tout perdu. Et comme leur patrimoine était essentiellement numérique, et ça se généralise, hein, on le voit aujourd'hui, hein, le numérique évidemment il est partout, eh bien c'est la richesse même de l'entreprise qui se retrouve attaquée, agressée par ces cybercriminels. Donc une forme multiple de cyber, donc beaucoup d'outils qui sont demandés. Alors juste un petit point, ça fait aussi appel à de la souveraineté, à la confiance dans les solutions qu'on installe. Il faut savoir qu'en France, donc il y a une dizaine d'années, quand effectivement le feu Plan 33 à Lancy, quand il a démarré et que tu connaissais bien puisque c'est toi qui l'as lancé, il y avait une quarantaine de PME, de start-up qui étaient sur ce sujet-là. Donc évidemment, il y a eu toute la vague de la digitalisation, la numérisation, toutes les politiques publiques, dont toute l'activité de BPI France pour aider à faire croître cet écosystème. On a aussi cette stratégie nationale cyber qui est pilotée par Florent Kirchner au SGPI, donc qui met des outils, qui donne des outils et des moyens financiers pour accélérer ces acteurs. Aujourd'hui, on a plus de 160. Dernier radar avec Wavestone qu'on a partagé donc au mois de mai. On est à plus de 160 acteurs de start-up donc innovantes sur la cyber. Donc il y a de quoi faire pour couvrir les besoins côté SI, mais également tous les sujets autour de la gouvernance, de la protection des données et le facteur humain qui devient évidemment de plus en plus prégnant. Lionel, est-ce que tu peux nous dire, alors toujours sur cet axe utilisateur en tant que DSI, quels sont les outils à disposition pour démarrer sa prise en compte de ce problème? En fait, il faut commencer par la prise en compte ou la vision du dirigeant. Le dirigeant doit être conscient que c'est un sujet qu'il doit traiter. Et pour information, BPI, on a un tout petit guide que je vous conseille vraiment de lire, qui est grosso modo l'appréhension, d'ailleurs qui est fait avec cybermalveillance, qui est pour les PME, qui est de prendre conscience quel est le risque réel, parce qu'il y a plein de vocabulaire. Notre métier de cyberdéfense, on va dire, est un peu compliqué. Il faut prendre conscience de ces éléments-là. Une fois qu'on a fait cette étape-là, il faut aller demander à un de ses équipiers dans son entreprise, charge-toi du sujet, forme-toi. Et là, c'est pareil, BPI, on a l'université en ligne, il y a plein de MOOC, il y a plein de formations, je dirais, assez adaptées pour prendre conscience et regarder ce que c'est qu'un ransomware, qu'est-ce que ça veut dire une vraie sauvegarde, des sauvegardes 3-2-1. Si vous ne savez pas ce que c'est une sauvegarde 3-2-1, demandez à votre responsable informatique qui vous explique. S'il ne sait pas, allez lui dire qu'il faut qu'il aille passer un MOOC de formation de sauvegarde 3-2-1. Parce que la sauvegarde, c'est ce qui vous sauvera la mise dans le pire des cas, donc malheureusement. Une fois qu'on a fait ça, BPI, on vous accompagne. Il y a donc différents moyens. Un des premiers accompagnements, c'est de poser un diagnostic. On a un cyberdiagnostic. Là, c'est des experts qui viennent regarder votre entreprise, ce que vous avez en termes d'exposition. Ils vous, scannent votre entreprise et ça vous donne un premier élément. Et notamment, on a des diagnostics qu'on appelle cyberaction qui vous proposent un certain nombre d'actions en sortant autour de ce sujet-là. Et après, mais on y reviendra, on a maintenant aussi d'offres de boucliers, mais on va y revenir. Exactement, donc on commence par un diag, effectivement, avec pas mal d'initiatives côté BPI. Et ensuite, après, on a des partenaires. Et donc, voilà, c'est un peu l'objet de cette présentation. Donc, Guillaume, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de ton pack cyber ? Le pack cyber. Le constat qu'on a fait, on a d'un côté des PME, des ETI, des très petites entreprises de l'autre côté, qui ont besoin de se protéger. Plus personne ne dit que voilà, il n'y a pas de problème. On a affaire à des dirigeants qui sont très souvent très anxieux parce qu'ils voient bien. Tout le monde connaît aujourd'hui quelqu'un qui s'est fait attaquer. Hein. On n'est plus dans la science-fiction ni dans l'anticipation. Et pour autant, ça reste très compliqué à faire. Donc pour les grands acteurs, il y a une DSI, il y a un RSSI, il y a tout un plan, il y a une réglementation qui impose de sécuriser. Voilà, au fil des années, on a appris à faire et globalement, je ne dis pas que c'est simple, mais globalement c'est géré. Pour les petits acteurs, on s'est rendu compte qu'il fallait impérativement une forme de sensibilisation, c'est ce qu'a dit Lionel. Voilà, il faut quand même s'y intéresser un petit peu. Mais après, c'est très difficile de devenir expert dans les différents éléments qui constituent une bonne protection cyber. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la cyber aujourd'hui, c'est pas je prends une solution, je l'installe et je suis protégé. En tout cas, ce serait le rêve, c'est le besoin. Et ça, c'est quelque chose qui existait peu sur le marché. À l'inverse, ce qu'il y a sur le marché, ce sont des briques
qui sont bien faites. Tu l'as mentionné, on a un écosystème incroyable en France qui propose des solutions cyber, mais qui chacune apporte un bout de la solution au problème, qui sont faites elles-mêmes par des PME ou des startups, donc qui ont un mal fou à adresser le marché du mass market lié aux PME. Et donc l'idée qu'on a eue, on n'est pas tout à fait les premiers, mais je pense que l'avoir fait comme ça, on est les premiers, c'est d'être un peu l'intermédiaire qui va aller chercher ces briques, qui va les assembler, qui va gommer au maximum toute la complexité et qui va surtout pas chercher à transformer les gens en experts cyber pour que, voilà, de manière très packagée, on puisse apporter une solution qui couvre vraiment très largement les questions de sauvegarde, la protection du mail, la sensibilisation des collaborateurs, la détection d'attaques, évidemment, tout jusqu'au bout, voire même jusqu'aux questions d'assurance. Alors on ne peut pas vendre d'assurance parce que c'est très réglementé la vente d'assurance, mais on a des accords avec des assureurs, ce qui fait que des acteurs qui ne vont pas devenir des experts cyber, des PME qui ne vont pas devenir experts cyber, vont pouvoir se protéger sur l'ensemble du spectre avec une solution qui est vraiment à l'état de l'art et qui va notamment protéger des rançons logiciels avec une efficacité absolument incroyable. Entre ça et ne rien faire, c'est le jour et la nuit, objectivement. Donc le but, c'est vraiment ça. Et je suis vraiment ravi qu'on puisse travailler avec BPI parce qu'on a un intérêt commun, nous, à apporter des solutions, BPI à protéger ses clients, ses partenaires. Donc je suis vraiment ravi qu'on ait pu faire ça. Et maintenant, le but, c'est de le diffuser le plus possible parce que ces sujets cyber, on a peut-être tendance à se dire bon, bah ok, j'ai compris, je le ferai plus tard quand j'aurai du temps ou quand j'aurai du budget. Non, c'est maintenant. C'est maintenant parce qu'une fois qu'on a pris la foudre, sincèrement, c'est terrible et c'est tard. Si on n'a pas des bonnes sauvegardes, si on ne s'est pas préparé, si on ne s'est pas défendu, l'attaque cyber, elle peut vraiment être létale. Et ce qui est incroyable, c'est que votre offre PAC Cyber, finalement, c'est avec essentiellement des offres françaises. C'est essentiellement des offres françaises. Alors parce qu'on est content de travailler avec l'écosystème français, on ne va pas se le cacher. Il y a une petite idée de souveraineté derrière ça, mais je vais être très franc, quand on parle à des PME, l'argument de la souveraineté, il peut s'entendre, mais il n'est pas prioritaire. Quand on parle avec des grands groupes, ça devrait, logiquement. Avec des PME, ce n'est pas vrai. Le très gros avantage de travailler avec des acteurs de l'écosystème, c'est qu'on les connaît très bien, il y a une vraie confiance qui est déjà en place, on sait mieux les sélectionner encore que les offres étrangères. Et puis surtout, quand on a besoin d'adaptation, c'est vraiment dans les deux sens. Voilà, si on demande à modifier une interface, une API, un truc comme ça, c'est fait extrêmement rapidement parce que c'est vraiment l'intérêt de tout le monde de le faire très vite. Avec de grands éditeurs internationaux qui ont des très grands noms, qui parfois brassent des milliards, sans pour autant forcément être plus efficaces, soyons clairs, eh bien on n'aurait pas cette relation de confiance et de proximité, et donc d'efficacité. Donc Lionel, tu avais mentionné le diagnostic. Il y a des outils qui sont aussi dépendants des régions. Donc vous avez le dispositif CIBIA avec l'Île-de-France. Vous avez le dispositif Cyber PME qui est pour les entreprises sur tout le territoire national. Donc vous pouvez directement aller voir sur notre site. Vous trouverez ce qu'on appelle la phase 1 qui est le diagnostic que mentionnait Lionel. Et bientôt vous aurez la phase B donc, qui est en cours de finition, on va dire, de notre côté, qui pourra participer à l'effort d'investissement pour les entreprises. Donc ça, c'est quelque chose qui est évidemment très attendu et qui va arriver. Lionel, juste pour dire que l'offre cyber PME, c'est quelque chose de très accessible. C'est disponible à moins de 20 € par poste par mois. Donc c'est packagé. Vous accédez directement dans le site de la banque en ligne de BPI. Et vous pouvez souscrire à l'offre et c'est opéré par DocaPost. Et c'est comme ça qu'on vous fait gagner du temps et de l'efficacité parce que ce pack est au meilleur niveau standard de marché grâce à notre coopération. Peut-être pour éclairer, parce que les PME, les PMI, elles sont aussi intéressées mais prudentes vis-à-vis de certaines nouvelles technologies. Et nous, on les pousse à aller vers ces nouvelles technologies, typiquement vers l'intelligence artificielle. Guillaume, juste peut-être rapidement, cette IA que tout le monde parle, est-ce que tu la vois se répandre en termes d'utilisation? Et finalement, qu'est-ce qu'il y aurait comme risque à ne pas maîtriser forcément tous les tenants et les aboutissants? J'ai un discours un peu schizophrène autour de l'IA parce qu'il faut y aller. Voilà. Le gros problème de prendre l'IA sous l'angle de la sécurité, de la sûreté, de tout ça, c'est que ça fait très vite peur. Encore plus peur que la cyber, que le numérique en général. Et le vrai danger, ce serait de dissuader les gens d'y aller. Donc non, allez-y, mettez les mains dedans, expérimentez. Ça, il faut vraiment le faire. Et en même temps, comme on dit plus, et en même temps, on a un sujet parce que quand vous utilisez l'IA
génératives, par exemple les ChatGPT, tout ça que vous avez forcément essayé. Vous envoyez énormément d'informations à ces IA. Ce ne sont pas des partenaires de confiance. Ils sont très bons, ils sont très forts, ils ont plein de qualités, mais ils ne sont pas des partenaires de confiance au sens propre du terme. Toutes les données que vous envoyez, vous ne savez pas ce qu'elles deviennent. Elles ne sont pas effacées, elles ne sont pas perdues, ne vous inquiétez pas pour eux. Elles vont être gardées, réutilisées, réemployées. Alors, ce n'est pas forcément très grave, ça dépend de votre domaine d'activité, ça dépend de plein de choses. À vous de faire votre petite analyse de risque. Mais on est quand même assez effrayé de voir tout ce qui part comme ça, en termes de capital immatériel, intellectuel, de propriété intellectuelle dans les IA. Mais en toute bonne foi, quelque part, pour se dire, ben voilà, moi j'ai de l'information, j'ai du numérique, je vais le valoriser comme ça, je vais faire des choses nouvelles. Et en faisant ça, ben on se dépossède d'une partie de son capital immatériel. Donc, vous voyez, schizophrène, allez-y. Il ne faut surtout pas regarder l'IA en se disant j'irai le jour où on sera sûr que ça marche vraiment. Je peux vous garantir que ça marche et que ça va révolutionner le monde du numérique. Mais en même temps, il faut être prudent, il faut quand même se poser des questions, il ne faut pas être naïf. Il faut idéalement choisir les bons acteurs avec qui travailler. Raison pour laquelle je souhaite également, j'espère, et on voit que ça arrive, avoir des acteurs américains, bien évidemment, mais également des acteurs français, européens, qui vont proposer des choses à peu près aussi efficaces. Il n'y a pas à rougir, mais dans des conditions d'éthique, de confiance, de droit, tout simplement, de respect du droit, qui soient vraiment au bon niveau. Pour prendre un seul exemple, les données personnelles, le fameux RGPD, eh bien, l'IA aujourd'hui se développe en faisant comme si tout ça n'existait pas et n'avait pas de raison d'être. C'est quand même assez inquiétant parce qu'il y a une vraie raison d'être derrière, on le sait bien. Donc voilà, développons des solutions et incitons tous, les petits comme les grands, à mettre les mains dedans pour vraiment expérimenter. Tu soulèves le point de la réglementation avant de conclure. Donc là, on est vraiment très centré ETI, PME, PMI, start-up. Donc là, il y a quand même des réglementations qui commencent à avoir pignon sur rue, parce que le 17 octobre, c'est bientôt pour le Nice 2. Voilà. Donc il y a aussi le Cyber Resilient Act pour aller un peu mieux dans de la cyber sur des produits hardware où on a effectivement connu pas mal de travers ces dernières années. L'IA Act aussi, qui finalement aussi rôde aux alentours de tout ça. Finalement, ces réglementations, ça permet d'avancer. C'est quoi ton sentiment? Les réglementations, elles sont là. Donc le fait de se demander si c'est bien ou pas bien, c'est une perte de temps presque. Ce qu'il faut, c'est en faire une chance. Les réglementations cyber, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors c'est parfois écrit dans un langage un peu particulier, mais ce qu'il y a derrière, c'est la bonne manière de faire de la cybersécurité. Donc si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous prenez Nice 2 par exemple, et en fait vous allez découvrir que, une fois que ce sera transposé en France, c'est le vadémécum de la bonne cybersécurité. Et il faut l'adapter intelligemment. On n'est pas dans une logique de sanction, on n'est pas dans une logique de contrôle avec des gens qui vont venir vous dire « Ah, vous n'avez pas mis la règle 27, donc on va vous mettre une amende monstrueuse ». C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de se mettre dans une posture pour implémenter intelligemment en respectant l'esprit plus que la lettre, bien évidemment, ces réglementations. C'est plus dur pour les PME, évidemment, que pour les grands groupes qui sont structurés pour le faire. Mais en même temps, je suis persuadé, et pour avoir un peu trempé dedans, ce sont des réglementations qui ont été pensées non pas pour contraindre et embêter les gens, ça n'existe jamais ça, mais bien pour aider et pour que ça serve plus de catalyseur, de motivation pour faire quelque chose qui est éminemment important pour la collectivité, pour nous tous, mais également pour les entreprises elles-mêmes. Donc les entreprises, au moins en cyber, ne doivent pas être victimes de la réglementation, elles doivent être bénéficiaires de la réglementation qui s'apporte à eux. Il faut y voir une chance quelque part. Lionel, un petit mot de conclusion pour terminer cette... comme le disait Guillaume tout à l'heure, si vous n'êtes pas occupé de ce sujet-là, qui est la cyberprotection de votre entreprise, c'est maintenant. Guillaume, également un petit mot? Oui, c'est maintenant. Et je suis ravi que DocApost puisse travailler là-dessus avec BPI. On a une super coopération. On n'est pas très très loin dans l'arbre généalogique de nos organisations. Et donc voilà, c'est un lien de plus entre nous. Et l'idée, c'est vraiment d'apporter des solutions pragmatiques, concrètes, simples, pas chères, pour aider et pour que les entrepreneurs puissent se concentrer sur leur vrai métier, qui n'est pas la cyber en général. Merci. Et donc, du coup, toujours pour le côté pragmatique, on va se débrouiller avec Lionel pour mettre en ligne les différents liens pour que vous puissiez retrouver tout ça très facilement. Le guide, donc guide pour la cyber, donc fait par BPI France, les différents outils vers l'université.
les liens vers le bouclier cyber, PAC Cyber, voilà, il y a un petit changement de nom au passage. Et puis également aussi tous les liens nécessaires pour les offres de solutions françaises que l'on accompagne au quotidien. Merci beaucoup pour avoir participé à cette session sur la cybersécurité. Merci messieurs.